Bien, après toute cette première partie, je ne sais pas si ça marche, ouais. Lors de laquelle je vous ai présenté la procédure du débat public, je souhaiterais maintenant effectivement qu'on puisse avoir un véritable débat sur ce que vous en savez, ce que vous en attendez, ou quelles sont les premières critiques que cette procédure vous inspire. Sur ce que je vous ai dit ce matin, je vous laisse, alors je ne sais pas qui le donnait, c'est un texte écrit que j'ai tapé sur mon iPad, donc de temps en temps il y a des fautes de frappe, mais il y a l'ensemble de ce que je vous dis ce matin écrit sur cette feuille. Alors je ne sais pas s'il y a un délégué des élèves, Si vous avez éventuellement une version numérique. Oui, j'ai mon iPad là, donc je peux. Mais il faudra me donner, je vous l'enverrai tout à l'heure, vous me verrez le. Je reviens. Ok. Bien. Y a-t-il une question? Une. Oui. C'est une mauvaise chose que cette disposition n'existe plus. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant qu'une entreprise privée qui porte un projet avec des intérêts économiques puisse organiser le débat. Et je considère après que le compte rendu des débats sont quelque chose de neuf, qu'on puisse passer donner au gouvernement pour prendre sa décision. Ça me choque un peu. Je vous rappelle, pour moi, c'est un rapport de confiance. À partir du moment où vous ne faites pas confiance, effectivement, vous ne pouvez rien confier à un maître d'ouvrage. Mais je trouve que cette proposition de la loi de 2002 me semblait tout à fait dans l'air du temps. Car le plus normal, c'est qu'un porteur de projet ait la volonté de concerter. Là, il était un peu obligé par la loi, mais normalement, surtout aujourd'hui, avec Internet, ne pas concerter, c'est aller probablement à l'échec. Donc ça me semblait pas stupide de, dans certains cas, parce que c'était vraiment que quelques cas, de confier, à un maître d'ouvrage un débat public. D'ailleurs, là, sur Euro Disney, quand on voyait effectivement le fond du sujet, normalement, une simple concertation eût suffi avec un garant. La commission a pensé qu'il était intéressant de confier, surtout à des Américains, parce que c'était quand même pas la responsabilité d'un débat public. Et l'expérience a montré que ça a parfaitement fonctionné. Et les Américains, d'ailleurs, après, lorsqu'ils sont partis, ont dit mais il faut qu'on fasse ça partout pour les autres projets Euro Disney, c'est bien. Enfin, bon. Mais c'est Que le projet se fasse. Pardon ? Mais ça a fonctionné dans le sens où ça a permis que le projet se fasse. Donc les Américains étaient contents parce que le projet s'est fait. Non, ça a vraiment permis que les gens puissent non, parce que s'exprimer. le projet s'est pas fait tout de suite. Après, il fallait à l'enquête publique. Vous connaissez, là, il y a des délais là. Les Américains sont venus qu'au début, et ils ont été intéressés par cette méthode dans laquelle le maître d'ouvrage, c'est-à-dire eux, il y avait le directeur local, le parisien. Et les voisins et le public étaient confrontés à l'occasion d'une réunion avec une commission particulière. Parce que le maître d'ouvrage qui l'organise, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme la commission du débat public. Il crée une commission particulière avec des gens plus ou moins neutres. Parce que c'est lui qui est interrogé, c'est pas la commission qui, elle, organise le débat. Ça marche à peu près pareil. Ça mouille plus, le chef d'entreprise qu'un débat organisé par la Commission nationale. Maintenant, je trouvais dans cet exemple, c'est un problème culturel. À partir du moment où on invite les porteurs de projets à animer eux-mêmes avec un garant ou une commission particulière un débat public, c'était créer un réflexe
de démocratie participative au niveau même de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Alors, oui, ça a bien fonctionné dans 2 ou 3 cas. De même que de temps en temps, on fait des débats publics dits volontaires. Je prends un exemple. Pas de GDF, je ne sais plus quel... Enfin, la filiale transport de gaz devait organiser une concertation en Corse dans le cadre du projet de transport de gaz Algérie, Sicile, Sardaigne, et puis après ça partait vers Gênes. Donc il devait y avoir effectivement un gazoduc souterrain depuis le sud de la Corse pour pouvoir se greffer sur cet apport de gaz, afin de créer 2 centrales à gaz, une à Bastia et une à Ajaccio. Actuellement, je ne sais pas si vous savez, parce qu'il y a eu pas mal de drames, actuellement il y a 2 centrales thermiques à mazout lourd à Bastia et à Ajaccio, qui sont très polluantes. GDF se sentait pas trop à l'aise, surtout en Corse, pour organiser cette concertation. Ils nous ont demandé d'organiser donc un débat public sur la base volontaire. Ça marche exactement comme un débat public normal, et là, nous l'avons fait avec une commission particulière qui a organisé un certain nombre de réunions publiques. Il y a eu un très très bon dossier de la part du transporteur de gaz, et le débat s'est parfaitement déroulé. Et d'ailleurs, au grand étonnement de Gaz de France, il y a eu un moment, une réunion qui a été un peu interrompue par des nationalistes qui n'ont pas parlé corse, qui sont uniquement venus plaider en faveur de 3 prisonniers qui étaient à la prison de Borgo pour leur demander. Mais il y avait, une adhésion assez forte de l'ensemble de la population pour que ce gaz arrive et que l'on change enfin les centrales thermiques. Donc les choses s'est bien passées. Et pourtant, en Corse, c'est difficile, parce que vous savez qu'en Corse, comme il n'y a pas de droit de succession, on ne sait jamais très bien à qui appartiennent les terrains. En général, il y a plein de propriétaires du même terrain. Et bien ça ne leur faisait pas peur. Ils disaient qu'ils allaient trouver les solutions pour que le gaz vienne. Bon, depuis, le projet italien est tombé à l'eau, et le gazoduc avec. Mais ça, c'est un débat volontaire. Et ça, c'est bien, c'est parce que cette entreprise, pour l'électricité, c'est RTE, et pour le gaz, c'est peut-être, oui, je me souviens plus très bien. Bon, c'est la même chose, c'est les transporteurs. ont l'habitude effectivement de débats publics, parce qu'on ne peut pas faire un débat, par exemple, sur quand ils ont doublé le gazoduc entre Lyon et Marseille, il y a eu un débat public, et ils sont habitués au débat public. Et tellement habitués que dans un moment où il n'y avait pas besoin de faire un débat public, c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Et cette concertation en Corse a été, à bien des égards, exemplaire. Et pourtant, imaginez faire passer un gazoduc le long de la côte est, c'est facile, c'est du sable, mais du côté ouest, c'est des rochers. Vous avez développé pas mal d'exemples de débats qui ont bien marché. Est-ce que vous pourriez développer des exemples de débats qui ont moins bien fonctionné, selon vous, et en tirer une petite analyse un petit peu de ce qui est... Alors, quels sont les gros défauts que vous avez observés pendant votre mandat? Il y a un débat, comment dirais-je, j'étais plus là, mais qui a mal marché, qui était un débat public sur le grand stade de la Fédération française de rugby qui se trouve en Essonne. Le débat a mal marché. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le président de la commission particulière est sorti de son rôle en donnant un avis. Donc dès qu'il est apparu effectivement que la commission n'était pas neutre, la Fédération de rugby a vivement réagi.
la commission doit être neutre. Ça, vous le savez, je l'ai déjà dit là. Hein, mais contrairement à un commissaire enquêteur, elle ne donne pas d'avis. Elle reçoit les arguments, bon, elle les organise après dans son compte-rendu, mais elle ne fait que rassembler les arguments. Elle ne dit pas que ce projet est un bon projet ou que ce projet est un mauvais projet. Par contre, dans le compte-rendu, on dira que tel ou tel argument s'oppose à la réalisation d'un tel projet. Pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est pas facile d'ailleurs de rédiger à la suite un texte qui tienne la route et qui ne fait que reprendre des arguments. Mais c'est écrit, et en général, c'est assez clair. C'est-à-dire que quand on lit, on voit bien effectivement quelle est la voie pour le maître d'ouvrage s'il veut que les choses se passent bien. Mais la neutralité est importante. Alors, dans les débats difficiles, il y a eu des débats difficiles. Je vous ai signalé tout à l'heure le débat sur le centre d'enfouissement géologique des déchets nucléaires, à la limite entre la Haute-Marne et la Meuse, sur le lieu dit de Bure. C'est un débat qui avait été préparé très en amont par l'ANDRA et qui semblait avoir de bonnes relations avec les gens locaux. Semblait. Puisque lorsque le débat a commencé, les locaux ont empêché le débat de se dérouler, physiquement. Bon, là, je trouve que le président de la commission particulière a laissé tomber le débat un peu vite, parce que parfois, il faut un peu insister. Quand il y a du bruit dans la salle, et si quelques-uns d'autres parlent plus fort, ça se calme un peu. Mais si au bout de 10 minutes de brouhaha, on dit la séance est levée, c'est mort. C'est mort, et après, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc ça s'est fait après sous une autre forme, c'est-à-dire sur la forme par Internet, bien sûr, et sur la forme d'un jury citoyen, d'une quinzaine de personnes. C'est un peu triste parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va toujours être mis en cause. C'était pas un débat neutre. On va mettre sous terre, 500 mètres sur terre, des déchets radioactifs, dont des déchets très radioactifs et à durée très longue, plus de 1000 ans. Quelle sera la mémoire du site dans 1000 ans? Qui va entretenir la mémoire? Enfin, il y avait véritablement matière à débat. C'est intéressant. Et le débat n'a pas eu lieu. Et actuellement, quand on regarde ce qui se passe, comme il y a eu un éboulement de terrain sur le site même, les gens, les locaux disent, vous voyez, on vous l'avait bien dit qu'il ne fallait pas faire là, puisque le terrain n'est pas sûr. Enfin bon, alors vous savez que sur place, il y a un laboratoire à 500 mètres qui essaie d'observer si la couche d'argile tient ou ne tient pas. Alors maintenant, pendant le débat, il eût été intéressant, parce que les questions auraient fusé sur qu'est-ce qui se passe s'il y a un feu. Alors, c'est pas très bien. D'après ce que j'en sais. Donc, l'ANDRA avait préparé le débat avec un tas de réponses à un certain nombre de questions qui ont été données à la connaissance du jury citoyen. Mais le jury citoyen, ce n'est que 15 personnes. Et dans une démocratie participative à la française, 15 personnes, ça ne représente pas tout le monde. Donc, c'est dommage que le débat public n'ait pas eu lieu. Bonjour. Petite question sur l'enquête publique, du coup, puisque vous avez beaucoup détaillé la concertation. Quelle est, du coup, l'utilité aujourd'hui de l'ancienne procédure d'enquête publique qui est toujours en vigueur? Elle est toujours en vigueur, elle a été réformée par le Grenelle de l'environnement. Bon, il y a des historiques différents. La procédure d'enquête publique, elle remonte à 1810. Et à l'époque, c'était une procédure pour défendre la propriété privée. Le débat public est tout à fait un autre objet. L'enquête publique, elle intervient lorsque le projet est ficelé, est terminé. Donc il n'y a plus vraiment de débat, c'est oui ou non. Le débat public a pour objet d'éclairer le maître d'ouvrage
et éventuellement de faire en sorte que le projet soit, comment dirais-je, modifié. Là. Moi, je me souviens très bien d'un débat, c'était sur les lignes Paris-Normandie. Vous savez qu'actuellement, entre Paris et Mantes, la même ligne accueille tous les jours les trains qui vont au Havre et à Cherbourg, le RER et les trains de banlieue, la même ligne. Bon, ce qui fait qu'il suffit qu'il y en ait un qui tombe en panne, tout s'arrête. Donc il était prévu effectivement de doubler cette ligne et de la doubler aux environs d'Évreux, où il y aurait effectivement à ce moment-là un Y vers Cherbourg, l'autre vers Le Havre. Le projet qui a été mis à débat public était assez précis, c'est-à-dire que le faisceau n'était pas très large. En plus, on voit bien quand on regarde la carte, on ne peut pas passer n'importe où, donc il y a encore quelques faisceaux. Et j'entends encore, au moment de la présentation du dossier, c'est-à-dire avant que le débat commence, RFF, très sûr de lui, expliquait un certain nombre de choses. Et dans la salle, quelqu'un a répondu en disant « Mais là où vous voulez passer, c'est toujours dans l'eau. » Donc la bonne connaissance du terrain est apportée par le débat public, comme par l'enquête publique d'ailleurs, mais parfois trop tard l'enquête publique. L'avantage du débat, c'est que de temps en temps, il y a des réactions de bon sens apportées par le public à un maître d'ouvrage. Faire dessiner une autoroute à partir de son bureau d'études à Paris, c'est une chose, on le fait uniquement sur ordinateur, tout se fait comme ça. Sur le terrain, il y a quand même une connaissance d'un certain nombre de choses. Et puis, tout ingénieur qu'on est, on peut parfois faire des erreurs. Lorsqu'on faisait la carte d'inondation dans la Marne, quand j'étais préfet de la Champagne-Ardenne, il y a une équipe qui a changé au niveau de la DDE et DDA, pour préparer les cartes et les zones rouges. Et au résultat, on s'aperçoit qu'il y avait des rouges énormes. Donc j'ai un tas d'élus qui sont venus me voir en m'expliquant c'est pas possible. Nous, les anciens, on n'a jamais vu d'eau là. Donc il a voulu faire toute une enquête. Et on s'est aperçu que lorsque l'équipe avait changé, ils avaient changé le référentiel et qu'ils étaient à 80 cm de différence de hauteur. Et cette différence de 80 cm, sur un pays plat, c'est énorme. Ça couvre tout d'eau. Bon, alors après, il a fallu le reconnaître, ce qui était beaucoup plus difficile. Mais quand on l'a reconnu, ça a calmé les esprits. Et ça montre effectivement que là, les anciens sont tout de suite venus à la préfecture disant « Non, mais ça ne va pas, on n'a jamais vu d'eau là. » Et avec raison d'ailleurs. Donc le débat public, ça sert aussi un peu à ça. Et au fur et à mesure que le projet se précise, il est bon qu'il y ait toujours une concertation, dorénavant, avec un garant. Puisqu'il faut encore que l'information circule dans les deux sens. Du maître d'ouvrage vers le public pour expliquer effectivement comment il précise son projet, comment il le finalise, et du public vers le maître d'ouvrage pour dire attention, là ça, ok, là non. Alors un autre débat qui a, à mon avis, a bien fonctionné parce que finalement il a fait bouger la presse, c'est sur les nanotechnologies, mais c'est dommage parce que sur les nanotechnologies, il y avait tellement de choses à dire. Et le public n'y était pas préparé. Il n'aurait pas fallu faire le débat comme ça, lancer un débat, c'est le Grenelle de l'environnement qui l'avait décidé là. Mais il aurait fallu d'abord faire une campagne d'information 6 mois avant le débat, pour que les gens d'abord entendent le mot. Mais je me souviens très bien, c'était une réunion publique à Orléans, où 2 femmes ont pris la parole en se disant « Mais c'est incroyable, on va avoir des produits, on ne saura même pas quand on les inhale, quand on les inspire, quand on les mange, quand on les voit, parce que tout sera invisible. » Donc ils découvraient un autre monde qui va arriver. Donc là, forcément, les arguments étaient contre. Et il n'y a pas eu le temps de leur expliquer, attention, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais effectivement, il y aura des produits nanotechnologiques qui représenteront des dangers qui n'existent pas aujourd'hui, à l'échelle qu'on connaît. Mais par contre, quand on expliquait tout ce qu'on allait faire en médecine avec les nanotechnologies, les salles de réunion étaient pleines. Parce qu'il y avait un thème,
et que les gens, effectivement, sur la lutte contre le cancer, c'est extraordinaire, les technologies. On espère pouvoir monter la molécule tueuse directement sur la molécule malade, hein, par alimentation. Enfin, il va se passer des choses très rapidement dans ce domaine. Alors, le débat donc, a été un peu avorté, mais il a eu lieu. Il y a eu quelques très bons articles de fond dans la presse. Oui. Les nanotechnologies. Juste sur ce point, comme c'est pas un... Enfin, en quoi c'est un projet mené avec un maître d'ouvrage, on peut avoir un débat public sur des choses qui se relèvent vraiment juste de grandes questions Alors, de société. Avant, oui, parce que c'était ce qu'on appelait les options générales qui n'étaient pas définies. Hein, la loi Grenelle les a définies comme étant des plans, des programmes, pour ça c'est ou des politiques, notamment, parce que la porte était ouverte. Maintenant c'est beaucoup plus serré. Hein. Avec l'ordonnance, c'est vraiment les plans, les programmes et les politiques publiques. Là. Sur le terme d'option générale étant pas entièrement bordé, on a pu organiser tout à fait légalement un débat sur ce sujet. Moi, je ne regrette pas, hein, parce que j'ai appris un tas de choses hein, sur les nanotechnologies. Mais je pense que pour des débats de ce genre, il ne faut pas appliquer le code tel qu'on l'applique aujourd'hui, c'est-à-dire saisine de la commission, 6 mois après un dossier, hein, et après le dossier, 4 mois de débat, et puis bon, c'est beaucoup trop rapide. D'abord, on a eu un mal fou à préparer le dossier du débat. Moi, j'ai suivi ça de très très près. Donc, il y avait une réunion, une par semaine, au commissariat général de l'écologie, là, du développement durable, où 7 ministères étaient représentés. Il y avait la défense, entre autres. Hein. Il y avait bien sûr l'industrie, l'économie, enfin, l'environnement, l'agriculture, je ne me souviens plus, mais probablement. Hein. Et au début, personne n'était d'accord sur rien, à commencer par la définition. Et donc, il a fallu au moins 6 mois pour arriver à mettre l'ensemble du monde d'accord. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'implication assez forte de Matignon, ce qui fait que c'était extrêmement dur pour le ministère de l'écologie d'être le réel chef pour présenter le dossier. Bon. Finalement, ce dossier, si vous allez sur le site de la Commission nationale du débat public, hein, ce dossier est en mémoire. Hein, ce dossier est intéressant. Hein. Bon, il commence à dater un peu, mais ce dossier est intéressant parce qu'il pose bien l'ensemble des problématiques que vont poser le développement des nanotechnologies. Oui. Vous parlez de confiance beaucoup, je trouve ça assez intéressant, mais du coup je me demande comment est-ce qu'on fait pour instaurer un climat de confiance sur des sujets où on sait que les parties prenantes ne donnent pas toutes les informations. Vous avez donné par exemple l'exemple du CEA, sur tout ce qui est toxicologie par exemple du nucléaire. Bon, moi c'est des choses que je connais un petit peu. Voilà, on sait que toutes les informations sont loin d'être données, donc comment est-ce qu'on peut instaurer un débat réellement qui a déjà d'une part un sens, et d'autre part où les acteurs aient vraiment confiance quand de toute façon toutes les informations ne sont pas là. Alors c'est souvent, la question est bonne, c'est souvent difficile. L'un des grands drames de notre époque, c'est la défiance. Hein, plus personne n'a confiance en personne, et les gens ne savent plus se parler. Et d'un certain côté, le fait effectivement du développement des télécommunications font que chacun vit dans son côté avec des SMS sur d'autres personnes, mais les gens ne se parlent pas vraiment directement entre eux ou en groupe. La confiance, ça se construit. Ça se construit avec le temps. Mais il est sûr, pour un débat public comme celui, je vous dis, de Panly, lorsqu'on a menti, c'est-à-dire comme EDF, on est dans une position inférieure. Et la position d'EDF pendant tout le débat était difficile, puisqu'ils avaient pris un engagement de ne pas faire d'autres débats sur d'autres EPR, enfin de créer un autre EPR, tant que celui de Flamanville ne marchait pas.
passer outre. Bon. Et ça, après, pour reconstruire la confiance, c'est extrêmement difficile. Alors, comment on essaye de construire la confiance dans un débat public? Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Pendant les 6 mois de préparation du débat, pendant que le maître d'ouvrage prépare son dossier, la commission particulière, elle, va à la rencontre de tout ce qu'on appelle les acteurs du terrain. Donc, elle repère toutes les associations, tous les élus, enfin, tout ce qui est un peu groupé. Elle rentre en contact avec eux et commence à discuter. Quand c'est bien fait, le débat se passe bien. Ce travail a été remarquablement bien fait à l'occasion des débats publics sur les champs éoliens en mer, où des équipes de 2 ou 3 personnes, pendant 2 ans avant le débat, 2 ans, ont rencontré l'ensemble des personnes concernées, à commencer par les pêcheurs, pour qu'au moment où le débat commence, les gens étaient déjà très au courant du projet. À la suite du débat, ils ont tous été un peu modifiés sur la façon dont ils étaient, comment dirais-je, conçus. Mais tout le monde a pu remarquer que dans le cadre du débat, la confiance existait. Il n'y a eu qu'une seule parole donnée, et la parole donnée n'a pas été modifiée, comment dirais-je, lorsqu'elle avait été donnée. Il y avait pour chaque projet des grandes difficultés, c'est que lorsque vous faites un champ éolien en mer, il faut bien sûr ramasser l'électricité et passer le littoral. Et la loi sur le littoral est très difficile et que ça a chopé à chaque fois sur la façon dont le câble arriverait sur le littoral entièrement protégé par la loi littorale. Les différents maîtres d'ouvrage, surtout EDF, ont su parler par intermédiaire interposé, ont su parler avec les pêcheurs. Et c'était le point d'achoppement. Alors les pêcheurs, il fallait leur assurer effectivement qu'ils pouvaient continuer à pêcher, les assurer que autour des mâts, on allait planter un certain nombre de tripodes pour qu'ils viennent un certain nombre de crustacés, ça marche très très bien. Et puis que certains pêcheurs, parce que la pêche est un art de plus en plus difficile, certains pêcheurs ont trouvé à l'occasion de ces projets des reclassements, puisque on a besoin de marins pour toute la maintenance de l'ensemble du parc, sa surveillance et les allées et venues entre un port et le champ. Et là, c'était vraiment là, on a vu comment on pouvait, comment dirais-je, reconstruire une confiance ou construire une confiance. Par contre, le moindre mot malheureux dans un débat du maître d'ouvrage casse. Et après, c'est très très dur de refaire. Mais ce n'est pas impossible. Il faut beaucoup de temps. Ouais, dans un débat, il faut, comment dirais-je, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup parler, beaucoup converser, beaucoup concerter. J'aurais juste une autre question éventuellement aussi, c'est savoir comment est-ce que le Conseil national, du coup, évolue avec l'évolution des technologies, notamment du numérique. C'est-à-dire quelle place vous donnez à la consultation sur Internet? Comment est-ce que... Puis même, je dirais même en interne, comment est-ce que vous travaillez, vous discutez entre vous pour évoluer avec la société sur ces questions-là? Alors actuellement, lors d'un débat public, il y a un débat sur le net, qui existe depuis longtemps, déjà sur le net, et puis il y a des comptes Twitter, des comptes Facebook. Bon, là, la difficulté à faire comprendre à ceux qui interviennent, non pas en séance publique, mais par les réseaux sociaux, c'est qu'on tiendra compte de ce qu'ils disent si c'est argumenté. Car on reçoit plein de messages en disant c'est idiot votre truc, on n'en veut pas. Bon, si c'est pas argumenté, on ne pourra pas tenir compte, parce que ce n'est pas un référendum. Donc il faut revenir vers l'auteur du texte pour lui demander effectivement de l'argumenter. Et donc là, il y a un nouveau débat qui recommence. Et ça suppose qu'il y ait, soit dans la commission particulière, soit dépendant de la commission particulière, une équipe
qui suivent que ça. Hein. Puisque sur le net, ça produit beaucoup plus qu'une réunion publique. Hein. Bon. Mais c'est bien sûr complètement ouvert aux réseaux sociaux. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter qu'aux réseaux sociaux. Surtout pour pour un projet qui est inscrit dans un territoire. C'est important, effectivement, qu'il y ait des réunions publiques dans le territoire. Bon, par contre, sur un plan, un programme ou une politique, qu'une grande partie du débat public ait lieu sur les réseaux sociaux, ça me semble pas tout à fait normal, parce que d'abord, on ne sait pas très bien où organiser les réunions publiques. Bon, par exemple, sur les nanotechnologies, où organiser les réunions publiques. Encore, bon, on a essayé d'en faire une vingtaine, c'est-à-dire une par région, avec en plus à Grenoble, parce qu'à Grenoble, c'est là où la plupart des choses se passent. Mais dans les régions, on a plus fait de l'information que du débat. Mais ce qui a été intéressant, c'est lorsque le débat a eu lieu, c'était des positions très différentes entre le CNRS, qui a créé un comité d'éthique, et le CEA, qui a refusé de créer un comité d'éthique. Donc il y a eu beaucoup de questions sur l'éthique des chercheurs. Bon, c'était intéressant sur le fond. Et surtout de les voir effectivement échanger assez durement. Hein. Tout ça, bien sûr, en présence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À qui le CEA disait, tranquillement, non, vous nous avez donné ordre de créer un comité d'éthique, nous ne le ferons pas. C'est ce qu'on appelle un État dans l'État. Oui. Au-delà du président et des deux vice-présidents, comment sont nommés les 22 membres de la commission ? Alors, Et combien de temps ils passent à cette activité aussi ? oui. Alors, les gens sont nommés pour 5 ans. Hein. 5 ans. Les élus se désignent entre eux, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale désigne un député, le Sénat un sénateur. L'Association des départements de France nomme 2 conseillers généraux, l'Association des régions de France 2 conseillers régionaux, l'Association des maires 2 maires, et l'association... ça suffit, c'est bon. Voilà. Le Conseil d'État est nommé par l'Assemblée générale du Conseil d'État. Pareil pour la Cour des comptes, donc c'est la Cour des comptes qui désigne. Pareil pour le juge administratif, ainsi que pour le conseiller de la Cour de cassation. Donc c'est les organismes qui les nomment. Les personnalités qualifiées sont nommées par le ministre de l'économie et de l'environnement, si mes souvenirs sont bons. Pareil pour les représentants des associations, protection de l'environnement et des usagers, donc eux sont nommés par un arrêté ministériel. Idem pour les syndicats, parce que c'est pas évident, hein, dans les 2 syndicalistes. Là aussi, il y a un appel à des candidatures et puis il y a une désignation ministérielle. Mais ça fonctionne assez bien. Là. T'entends d'ailleurs, c'est assez intéressant d'entendre sur un projet des discussions au sein de la commission hein, entre syndicats et entrepreneurs qui sont parfois vives. Hein. Mais on arrive toujours, là aussi, en discutant, on arrive toujours à trouver une position commune. Et du coup, avec la multiplication des projets qu'on voit ces dernières années, combien de temps ça prend à chaque membre, le temps qu'il doit consacrer au fonctionnement de la Commission nationale ? Alors, un dossier de saisine, ça fait une dizaine de pages, hein, une quinzaine de pages. Donc, lorsque la commission se réunit, c'est-à-dire une fois par mois, hein, elle regarde effectivement les saisines. Alors, quand j'y étais,
à l'époque, on avait encore un peu d'argent, ou du moins on croyait en avoir. Il y avait à peu près 20 saisines par an. Donc à chaque commission, on en envoyait 2 ou 3. Donc on avait des dossiers, il suffit de les lire et se faire un avis sur la question. Donc moi, je présentais à chaque fois les différents dossiers, les problèmes qui me semblent se poser, et après la discussion était très libre. Sur les 20 saisines, on faisait 10 débats. Je veux dire, en gros, c'est la moitié, 10 débats, 5 concertations recommandées, mais avec garant, et puis des 5 pour lesquels, effectivement, il n'y avait pas de suite. Donc, pour un membre de la commission, à lire 1 ou 2 dossiers, ça devait l'occuper une matinée, je suppose, avant la commission, mais pas plus. Puisque de toute façon, pendant la réunion de la commission, tout était réexpliqué dans le détail, avec les questions que ça me semblait, à moi et au vice-président, poser. Et donc, on ouvrait effectivement la discussion à l'ensemble de la commission pour savoir effectivement quelle était sa pensée. Après, il y a les commissions particulières. Alors, on peut devenir différent. membre de commissions particulières. Ça, c'est différent. Là, je parlais de la commission nationale. Alors après, les commissions particulières, elles sont d'abord désignées par la commission nationale. Donc on nomme un président. En général, c'est le bureau de la commission qui le propose à la commission, qui ne suit pas. Et une fois que le président est nommé, avec lui, on essaye de composer, avec son accord, une commission de 7 membres. Alors pour le président, c'est quasiment du travail à plein temps, pendant au moins 6 mois, pour lequel il est formel rémunéré. Pour les membres de la commission, eux travaillent un peu moins que le président, là, mais ils sont obligés d'aller rencontrer beaucoup de gens pour pouvoir instruire le débat. Donc il y a de nombreux déplacements. C'est pas du plein temps, mais c'est un bon quart de temps. Pendant l'année. Il dure une année. Donc c'est, comment dirais-je, il y a un côté bénévolat qui est tout à fait au mérite de ceux qui acceptent de faire partie des commissions particulières, mais il y a un côté bénévolat. Et on a un mal fou à obtenir du budget une augmentation des indemnités. Parce que c'est indemnisé. Sauf pour les vice-présidents, puisque les vice-présidents ont le droit d'organiser des débats, contrairement dans une commission particulière, contrairement au président de la CNDP. Et eux, comme ils sont déjà payés, ils ne sont pas payés une deuxième fois. Mais pour le président, c'est vraiment du plein temps. S'il veut que ça marche bien. Et en général, il veut que ça... Bien sûr, à partir du moment où il accepte de le faire, c'est pour que ça marche et que ça fonctionne correctement. Mais il est difficile, plus il connaît le sujet, plus il est difficile de ne pas donner d'avis, de rester complètement neutre. Et la neutralité, pour reprendre la question qui avait été posée tout à l'heure, la neutralité est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour créer la confiance. Alors, ça n'existe pas partout. La France, Barnier en tout cas, s'était largement inspiré du modèle québécois qui s'appelle le Bureau d'audience publique pour l'environnement. Ce bureau d'audience publique, le BAP, dépend du ministère de l'Environnement, comme la première commission Barnier. Et eux, contrairement à la Commission nationale du débat public en France, donnent un avis, c'est-à-dire en fait, à la suite des audiences publiques. Les audiences publiques, c'est exactement comme une réunion publique. Le BAP donne un avis. Et c'est une assez grosse administration, ils sont plus d'une quarantaine à Québec, à organiser les débats. Et je suis allé voir un débat sur un projet de portion d'autoroute en pleine campagne québécoise. Autant je comprenais très bien
les membres du BAP qui parlaient français avec un petit accent, mais on comprenait très bien. Les paysans québécois, on comprenait rien. Mais eux comprenaient. Hein. Mais alors, quel accent, hein. Alors, le BAP existe toujours, hein, et il y a un accord de coopération entre la CNDP et le BAP, donc on échange effectivement un certain nombre d'expériences, de bonnes et de mauvaises. Alors, on a eu la visite, enfin, ça continue, hein, il y a toute une partie internationale. On a eu la visite de délégations chinoises, coréennes, japonaises. Parce que pour eux, la concertation, c'est vraiment pas dans les mœurs. Or, aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause des réseaux sociaux, hein, il devient de plus en plus difficile, même en Chine, d'imposer un projet. Donc ils sont venus voir comment on faisait. Bon, moi, je n'ai pas suivi maintenant, là. Ceux qui ont sorti un texte qui s'apparente le plus au nôtre, je ne dirais pas que c'était une copie conforme, mais presque, c'est la Corée du Sud. Et la Corée du Sud avait des débats publics difficiles à organiser, puisqu'il s'agissait d'organiser des implantations de défense dans certains endroits où la population était complètement hostile. Donc ils ne savaient pas très bien au début comment leur parler. Enfin, dans l'ensemble, de manière générale, le débat public, ça marche. Ce qui est souvent un peu frustrant, c'est que ça marche pendant un certain temps et qu'après, ça prend d'autres méthodes, de trucs, et que on n'est pas porté jusqu'au bout. On n'a pas l'impression d'être... même la concertation après débat n'a pas l'importance d'un débat lui-même. Alors, un débat ça, sur un équipement, ça coûte 1 million d'euros. Une concertation, 150 000. Un débat sur une option générale telle que les nanotechnologies. Ça a coûté 4 millions d'euros. Un débat sur le réseau de transport public du Grand Paris. Ça a coûté 6 millions d'euros, payés par la Société du Grand Paris. Pourquoi ? Parce que comme il fallait en 4 mois organiser beaucoup de réunions dans toute la région d'Île-de-France, la commission particulière ne comprenait pas 7 membres, mais 12. Et il y a eu plusieurs soirs où il y avait une réunion publique dans le nord de Paris, une dans le sud de Paris, à l'ouest, à l'est, un peu partout, afin que sur l'ensemble du projet, enfin sur l'ensemble des territoires intéressés, il puisse y avoir des débats publics, donc des réunions publiques, et beaucoup de documentations distribuées dans les stations de métro et dans les gares SNCF de la région Île-de-France. Ce débat a bien fonctionné. Pourquoi ? Pendant le débat, tout le monde était intéressé par le nouveau métro qu'on allait mettre en œuvre, mais surtout pour pouvoir s'exprimer. Et tous ont dit, avant de commencer à faire ce métro-là, mettez de l'ordre dans les RER. Les RER, on ne peut plus. On souffre. Et le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, avec son président, à l'époque M. Huchon, Jean-Paul Huchon, ont entendu la souffrance des gens. Parce que les gens sont vraiment exprimés par écrit, à l'occasion des débats et sur le net, pour dire à quel point ils trouvaient inadmissible la situation dans laquelle roulaient encore les RER. Ce qui fait qu'à la suite du débat, il y a eu un accord entre l'État
et la région sur l'amélioration du système des RER. Et jusque-là, l'État ne voulait pas en entendre parler, en disant que c'était un problème uniquement régional. Il était hors de question pour la région de pouvoir sortir autant d'argent. Et il y a eu donc, à la fin du débat, un accord, une convention entre la région Île-de-France et l'État, signé donc par Jean-Paul Duchamp d'un côté et par Maurice Leroy en tant que ministre de la Ville, établissant clairement les différentes actions qui seraient faites pour le nouveau réseau, mais pour le réseau existant déjà. Et ça, c'était effectivement une victoire du débat. Car à l'origine, dans le débat, on devait parler uniquement du nouveau projet, on ne parlait pas du système actuel. Mais au cours du débat, on a parlé autant du système actuel que du système futur. Et donc l'État a réagi en fonction de ce qui avait été entendu. Et moi, pour avoir été discrètement associé aux discussions entre Maurice Leroy et Huchon, c'était pas gagné d'avance au début. Et à l'inverse, sur un projet comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où il y a eu un d'abord, débat il a eu lieu. public. Il y a eu un débat public, comment dirais-je, sur Notre-Dame-des-Landes. C'était en 2003, c'est M. Sanbon, et c'était M. Bergounou, ancien directeur général d'EDF, qui avait été le président de la commission particulière. Le débat s'était passé calmement. Les questions sur l'eau, parce qu'en fait c'est surtout sur l'eau que le débat a été réattaqué après, sur la protection des zones humides, avaient été évoquées, mais sans, comment dirais-je, sans violence. Le projet a traîné, et un projet qui traîne, a pour conséquence de renforcer les opposants. Si le projet, comment dirais-je, à la suite du débat qui s'était relativement bien passé, à la suite du débat, maître d'ouvrage était clair, il faisait le projet en tenant compte d'un certain nombre de trucs. S'il avait commencé tout de suite, j'aurais eu le drame. Mais on n'a pas commencé tout de suite. Alors là c'est l'ancien préfet qui vous parle. Lorsqu'on doit, sur un terrain, effectivement, le réserver par une ZAD ou par une ZAC, il faut le faire tout de suite, vite. Et ce qui est à l'intérieur, il faut le détruire. Si on avait détruit l'ensemble des petits morceaux de ferme qui étaient sur le terrain, il n'y aurait jamais eu de drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été immédiatement squattées et le camp s'est fait autour. Et une fois, comment dirais-je, que tous ces bâtiments ont été squattés avec des familles très remontées, venues bien sûr avec des enfants, parce qu'une fois qu'il y a des enfants, c'est très difficile de faire évacuer. Ça a pris des proportions et après des proportions de... Au moins, la leçon à tirer de Notre-Dame-des-Landes, c'est un débat, il y a eu lieu. Alors, bien sûr, tous ceux qui sont actuellement sur la zone, ils n'habitent pas du tout de coin, ils sont venus de l'extérieur. Le débat public a eu lieu. Normalement, à la suite, un certain nombre de décisions ont été prises et l'enquête publique aurait dû être rapide. Enfin, rapide. Il y a toujours la loi sur l'eau qui est compliquée. Mais ça aurait dû, effectivement, se passer dans les 5 ans. Et quand on commence, comment dirais-je, à tolérer une occupation pendant très longtemps, vous avez bien vu tous les recours que ça a posé. Mais en même temps, tous ces recours et cette occupation sont aussi le signe d'une certaine forme d'expression qui s'est peut-être pas exprimée au moment du débat public, apparemment. Je pense que c'est quand à l'occasion du débat public, il y a des associations locales qui se sont exprimées. Certaines avaient d'ailleurs demandé que des choses soient modifiées, à commencer par le nombre de pistes.
Alors là, je crois que la DGAC, enfin, la Direction Générale de l'Aviation Civile, n'a pas joué le jeu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dit vraiment la vérité. Une piste était nécessaire pour le transfert, comment dirais-je, de là où il est actuellement à Nantes, hein, sur le nouveau. Hein, 2 pistes, non. Mais bon, ça c'est... Et je crois qu'au fond du dossier, il y a le fait que la DGAC n'ait pas été, pendant tout le débat, complètement claire, sincère et vraie. Donc il y a une défiance qui s'est installée. Une fois que la défiance s'est installée, c'est extrêmement dur pour recréer de la confiance. Maintenant, mais quand vous regardez ceux qui occupent, c'était pas forcément les agriculteurs du coin. Hein. C'est d'autres gens avec d'autres motifs, et souvent violents. J'ai très peur qu'une fois que l'affaire de Notre-Dame-des-Landes sera terminée, on les retrouve à Bure. Hein. Il y a déjà eu à Bure. L'Andra a été condamné parce que l'Andra avait fermé un bois que le tribunal a fait réouvrir. Vous voyez, dans l'état de droit, tant qu'effectivement la décision n'est pas définitive, elle peut être attaquée en justice. Hein. Alors à Notre-Dame-des-Landes, ce qui est assez intéressant au niveau des nouveautés a été le référendum de la population locale. Bon, là aussi, le référendum est un oui. Bon, c'est pas un oui massif, hein, mais enfin, c'est un oui. Alors, comment on en tient compte? Là, c'est un référendum, c'était pas un débat, c'était vraiment un référendum. Moi, quand on sait plus parler, on s'oppose de plus en plus violemment. Tout. Et là, enfin, quand on regarde effectivement, enfin, vous avez vu comme moi les images hein, sur Notre-Dame-des-Landes, c'est parfois extrêmement violent. Alors, et sur le fond, quand on regarde le site, c'est quand même un site à zone humide nombreuse. Hein. Bon. Il n'y a pas que ça, mais il y a pas mal de zones humides. Bon, maintenant, il y a eu un débat, un bilan, il y a eu une décision du maître d'ouvrage. Alors, il n'y avait pas à l'époque de constatation après débat et garant. Je pense que ça aurait changé un peu les choses. Parce qu'il y aurait continué à avoir un dialogue, et puis ça aurait probablement permis de continuer à discuter avec la population concernée, et non pas forcément avec les opposants venus d'ailleurs. Mais là, moi j'ai l'impression, enfin là-dessus, c'est en fonction des informations que j'ai, qu'il était extrêmement difficile, voire impossible, de discuter avec les opposants. Hein. Il y a un slogan qu'on entend souvent dans les débats un peu difficiles, qui donne lieu à une opposition, c'est « participer, c'est déjà accepter ». Donc on ne participe pas au débat. Nous, on s'oppose, on ne participe pas au débat. Alors, ça, c'est un droit. Maintenant, violemment s'opposer au débat en empêchant que le débat ait lieu, c'est autre chose. Et là, je regrette que parfois, on n'ait pas été plus courageux pour remettre les opposants dans le droit chemin. C'est-à-dire, vous ne participez pas, c'est votre droit, mais les autres ont le droit de participer. C'est quand même un des éléments de base de fonctionnement d'une démocratie. Alors, je ne sais pas de quelle région vous venez, mais il y a certainement eu des débats publics dans vos régions. Aujourd'hui, on peut plus parler et on s'oppose. Ça ne peut pas plutôt dire on commence maintenant à se parler. On s'oppose, mais avant, l'État, c'est des autoroutes, des lignes LGV. Je recommence.
Vous Non, dites- j'ai entendu, oui. Oh, mais- Enfin voilà, est-ce que Non, c'est non, pas mais- qu'on commence à se parler et que du coup Oui, ça oui. crée forcément Je des vous ai dit- opinions je vous ai un peu dit que, fortes, enfin, mais pour moi, le débat public marche. Ça marche, hein, et c'est une bonne procédure. Hein, dans l'historique de la concertation en France, je ne vous ai pas cité parce que ce n'est pas un texte, hein, il y a le chantier du TGV Lyon-Marseille, fait par la SNCF à l'époque et qui a été fait sans aucune concertation. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il y a des gens qui sont couchés devant les bulles. Le chantier est arrêté très longtemps. Hein. Et là, la SNCF a commencé à comprendre qu'il était plus utile de concerter avant qu'après. Qu'après, c'est beaucoup plus long. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Toutes ces procédures sont faites effectivement pour parler, pour s'écouter, pour dialoguer, pour concerter. Non, moi, je suis plutôt un peu optimiste pour ces projets-là. Je le suis moins sur une façon générale. Je trouve que les gens ne se parlent pas assez. Mais bon. Mais sur les procédures, non, ça fonctionne, les procédures. On peut quand même regretter de temps en temps que dans les réunions publiques, il n'y ait pas beaucoup plus de personnes. Parce qu'à l'occasion de la réunion publique, il y a d'abord toute une partie d'information qui est réelle, qui est animée, il y a des films, et puis il y a des gens qui réagissent. Et la réaction des gens aide à mieux comprendre le projet et apporte des éléments d'information supplémentaires. Mais bon, il faut se déplacer. Pourtant, en général, on essaye effectivement de ne pas faire ça trop tard le soir, dans des lieux bien connus du public, et en essayant d'informer en amont que la réunion a lieu tel jour, par la presse et par affiche. Et vous n'avez jamais été tenté d'assister à un débat public? Hein? Parce qu'après, dans votre carrière, vous en connaîtrez des débats publics. Il y en aura fatalement. L'information qui existe, personnellement, j'ai jamais vu d'information comme ça qui m'arrivait vraiment à moi pour me dire venez au débat public. Faut vraiment, je pense, chercher pour. Ah bah, oui, le savoir, sur quoi. Internet, vous regardez sur le. Il y a un site, hein, Oui, voilà. des débats publics, vous tapez. Hein, Certes. c'est Mais après, DNP, ça, vous allez tomber. Et ça veut dire que effectivement, c'est vous une avez démarche tous les volontaire. projets en cours, les saisines, et tout l'historique. Hein. Mais ça veut dire que c'est une démarche volontaire des gens qui veulent participer à un débat public, quel qu'il soit, et qui ensuite vont vérifier s'il y en a un pas loin de chez eux. Oui. Mais du coup, forcément, on touche une très faible minorité de la population. Oui. C'est vrai que, mais j'imagine que c'est très compliqué de faire de la communication sur des projets, mais moi, je me pose la question justement de est-ce que les riverains qui ne sont même pas au courant, peut-être que la procédure existe, vont être informés, enfin pas être informés, vont recevoir l'information concrètement qu'un débat s'ouvre à proximité de chez eux. Ça, Alors c'est là, compliqué. oui. Alors ça dépend un peu de l'organisation telle que l'a fait la commission particulière du débat public pour ce. Hein, et puis de la position des élus. Les élus sont d'excellents relais, hein, c'est-à-dire lorsque dans un endroit où il y a une réunion publique, le maire arrive et et prend la parole au début pour dire que le débat est intéressant et autres, en général, la salle est pleine. Hein. Si au contraire les élus ne viennent pas ou ne donnent pas de relais, donc il n'y a que les relais normaux, c'est-à-dire les affiches et les annonces dans le journal, mais enfin ça en général, c'est pas ça qui va faire déplacer les foules. Ce qui l'a fait déplacer, c'est soit les élus, soit les autres intermédiaires que sont les associations de protection de l'environnement, qui, elles, sont très actives. Hein. Actives, en général, très au courant des choses. Hein. En tout cas, enfin, moi, j'en ai vu plusieurs, hein, posant d'emblée les bonnes questions. Mais si un jour il vous arrive d'être le représentant du maître d'ouvrage, votre ministère, à l'occasion d'un débat public, vous verrez comme la position du maître d'ouvrage dans un débat public n'est pas confortable du tout. Parce que vous êtes mise en cause, non pas votre personne, mais
votre discours est tout de suite, comment dirais-je, mis en cause. Et on essaye de savoir toujours si vous dites vraiment la vérité. Et l'expérience montre que lorsque un maître d'ouvrage ne sait pas répondre à une question, mieux vaut pour lui le dire qu'il ne sait pas, qu'il va chercher la réponse et qu'il la donnera à une prochaine occasion, que d'inventer quelque chose sur le coup. Car comme tout est public, tout est conservé. Et si le public a l'impression effectivement que le comportement du maître d'ouvrage n'est pas parfaitement honnête, la fin du débat sera difficile. Alors, pour un maître d'ouvrage qui normalement n'a plus aujourd'hui les pouvoirs de contraindre, comme il les a eu dans le passé, il faut essayer de convaincre. Et donc c'est argument contre argument. Il y a souvent de bons arguments, hein, d'un côté comme de l'autre. Alors, il y a toujours des malins. RTE, dont le métier est de faire des lignes aériennes et de parfois de faire des lignes souterraines. RTE, normalement, c'était tout à fait dans la catégorie d'opérations dont je vous ai parlé en début d'exposé. RTE était très généralement obligé de saisir la CNDP pour organiser un débat public. Les débats publics sur les lignes aériennes sont extrêmement difficiles. On tombe à chaque fois sur un public inquiet pour sa santé qui demande à RTE de prouver scientifiquement qu'il n'y a aucun danger. Ce qui est difficile. Alors qu'a fait RTE ? RTE a fait voter un texte comme quoi maintenant il n'y a plus de débat public mais uniquement une concertation. Et que pour faire un débat public sur les lignes aériennes, il y a une procédure particulière qui n'est plus la procédure normale. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il est vrai que le débat public sur la ligne Maine-Normandie ralliant Flamanville au réseau national a été un débat extrêmement pénible. Jusqu'à des menaces de faire sauter les pylônes, enfin les maires prenant les uns après les autres des arrêtés interdisant la construction du pylône. Enfin, ça a été quelque chose de difficile. Mais l'un des grands problèmes, comment dirais-je, pour RTE, dans chaque débat que j'ai suivi, c'est le problème de santé publique auquel aujourd'hui personne ne sait. D'ailleurs, je crois que personne n'a de réponse, mais personne ne sait. Et donc on sort à chaque fois maintenant le principe de précaution avec lequel on peut tout arrêter. Alors je crois qu'il y avait eu un procès d'un agriculteur dont les bêtes avaient été malades à la suite. Alors je crois que ça n'avait rien à voir avec le courant électrique, enfin je ne sais pas, mais le procès a eu lieu. Donc tout ça c'est connu, donc les gens le redisent. Il faut mieux habiter quand même pas tout à fait en dessous de la ligne électrique. Du coup, est-ce que ce type d'aménagement, ça ne va pas totalement décrédibiliser le débat public, puisqu'on se dit finalement, quand le débat peut être potentiellement contradictoire de façon importante, on annule le débat pour pas qu'il y ait de problème. Alors c'est pas tout à fait annulé, mais c'est une autre forme. C'est pas tout à fait annulé, mais c'est une autre forme. Oui, mais ça, le président de RTE avait dit qu'il ne supportait plus, il pouvait plus. Oui, mais ça c'est un problème démocratique qu'il ne supporte plus, c'est une chose. Mais bon, personnellement, moi j'étais contre. Je lui ai dit jouez le jeu. Jouez le jeu. Il y a un débat, nous on a fait venir le ministère de la Santé justement pour les trucs. Et en public, il y a eu un débat contradictoire entre des experts médicaux. Au moins c'était clair. Au moins c'était transparent.
Oui, non, moi j'étais tout à fait contre la position de RTE. Je vous invite, actuellement je crois que il n'y a pas grand-chose, mais quand il y a un débat, c'est intéressant de voir comment les choses fonctionnent, comment les gens se positionnent, comment le débat a lieu dans le public lui-même, et pas forcément uniquement avec le maître d'ouvrage. Oui. Est-ce que, finalement, au final, la conclusion, est-ce que le débat, il sert à quelque chose concrètement? Est-ce que quoi? Est-ce qu'il sert à quelque chose concrètement? Genre autrement que le fait que, ok, on reçoit on écoute les gens, on écoute les doléances, mais est-ce que dans la pratique, vous avez dit un tiers des projets sont modifiés après le débat? Sont réellement modifiés. Ils sont tous un petit peu modifiés à la marge, mais réellement modifiés. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'aller là, comme ça, on y va comme ça, avec une solution complètement alternative. Là, c'est un tiers, à peu près. Un tiers. D'accord. Moi, j'avais demandé, j'avais demandé à des juristes, mais bon, je ne sais pas si l'étude a été faite, ça me semblait intéressant de voir dans quelle mesure les débats publics empêchaient la multiplication de contentieux. Alors, je ne sais pas. J'espère que oui. Mais il est sûr, la méthode vient un peu des États-Unis. Maintenant, le contentieux se multiplie. Donc, sur toutes les affaires liées à l'environnement, il y a forte chance, effectivement, qu'il y ait un contentieux. Alors, moi, je n'ai pas pu faire l'étude, mais ça m'intéressait de savoir, effectivement, si un beau débat public prévenait contre un contentieux. Non, moi, j'ai toujours eu l'impression que ça avait une certaine utilité. Et pas seulement le débat public. La concertation avec garant, pareil, parce qu'en fait, c'est la même méthode. Ça permettait, vraiment, ça permet de ne pas faire une grosse bêtise. Si je peux apporter un petit exemple par rapport sur il y a certains projets qui sont vraiment modifiés, on va dire, de manière assez brutale. Je pense par exemple au CDG Express. Donc ça fait un projet, ça fait 20-30 ans qu'il traîne, et du coup grâce à ces débats publics, ces enquêtes publiques, sont apparues dans les années, je dirais 90-2000, de nouvelles solutions de tracés. Au début ils avaient prévu un tracé, finalement les habitants sont venus, ont dit nous on propose un autre tracé qui va coûter à peu près le même prix mais qui aura tel avantage. Finalement ça a été écouté, le projet a pris 15 ans de retard, mais aujourd'hui au moins le projet qui est porté actuellement par l'État, finalement arrive à une sorte de consensus entre les clients et les futurs usagers et puis les habitants. Non, mais c'est vrai, effectivement, que le projet de réseau express entre Roissy et la gare du Nord, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas de ligne directe. Enfin, quand on va dans le monde entier, il y a toujours une ligne directe entre le centre de la ville et l'aéroport. Le débat a été un débat réussi et, comment dire, enrichi, puisque, effectivement, le public, c'est une association, a proposé un contre-projet moins cher et plus efficace. Qui a été ensuite adopté. C'est-à-dire que lorsque le débat est terminé, le maître d'ouvrage a dit qu'il allait prendre effectivement cet autre projet, ce contre-projet, qu'il allait le réaliser. Alors depuis, ça a toujours capoté sur des questions d'argent, qui paie. Bon. Mais aujourd'hui, et on l'a bien vu au moment du débat sur le Grand Paris, c'est une liaison indispensable. Quand vous allez, je sais pas, si vous allez à Isro, il y a une ligne directe, un peu trop luxueuse, mais enfin, il y a une ligne directe qui existe. Elle est chère d'ailleurs, il y a une ligne directe, et en 20 minutes au centre de Londres, c'est extraordinaire. On doit faire la même chose entre Roissy et Paris. Demain, Puis après, c'est vrai que pour Orly, il y a une ligne, c'est le... Et puis même souvent les débats publics, au-delà simplement de proposer des modifications pour le projet, on peut aussi proposer des choses, notamment au niveau de l'organisation du chantier. Il y a beaucoup d'habitants, par exemple, pour les débats publics du Grand Paris Express, qui sont arrivés au débat public. On dit, voilà, le chantier, il va avoir lieu devant ma maison, ça va durer 5 ans. Quelles sont les mesures compensatoires? Il y a déjà un autre chantier en cours un petit peu plus loin. Quelles vont être les nuisances? Il y a beaucoup de personnes aussi qui s'intéressent simplement au chantier lui-même, mais pas seulement au projet, je dirais, au long terme. C'est passionnant. Oui,
Ça, c'est un peu l'avantage, effectivement, de la nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'il y a toujours une concertation qui continue après le débat. Donc il y a un garant, il y a quelqu'un à qui on peut aller voir en disant « je ne comprends pas, le chantier ne se déroule pas comme il était prévu ». Mais le chantier, comment dirais-je, apporte lui-même beaucoup de nuisances aux riverains, c'est évident. Mais le Grand Paris, c'était un débat vraiment, vraiment passionnant. Il y a eu des solutions alternatives qui ont été proposées. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'il y a des solutions alternatives qui, moi, me semblaient très intéressantes, qui n'ont pas été étudiées. Mais bon, il y en avait une qui me semblait alors, indispensable. C'était une proposition qui était faite par M. Gérondeau, qui avait été directeur de la sécurité civile, qui a été de la sécurité routière, qui proposait une ligne directe, ça va vous intéresser, entre Saclay, Vélizy, et en bas, ça doit être le pont de Sèvres. Mais une liaison directe. Car le grand problème de Saclay, c'est sa desserte. Or, aujourd'hui, on voit toutes les écoles y venir s'y agréger sans que le problème du transport public soit encore réglé. Alors, je crois que cette solution était assez chère, mais enfin, elle était directe. Et elle permettait en même temps de desservir Saclay et Vélizy. Quand on voit Vélizy, je ne sais pas si vous connaissez, là, à Vélizy, il y a beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de transport public. Enfin, maintenant, il y a un tramway. Bien, j'espère vous avoir initié à la culture du débat public. N'hésitez pas à y participer, si jamais un débat public passe à côté de vous. Et merci de m'avoir écouté. Ah oui.